Je me réjouis de parler devant un public si intéressant et un discours qui est déjà dans une réflexion très intéressante qui m'oblige aussi de contextualiser. Et j'ai fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire. J'ai changé ma présentation pour réagir un peu à ce que je pense que c'est peut-être un besoin à thématiser. Alors, j'espère que vous avez de la patience, qu'il y a peut-être quelque chose qu'on va zapper et on va un peu flotter ensemble dans ces références. C'est toujours difficile parce que moi, je ne suis pas un designer, faire le lien entre les images et les mots. Et on est déjà dans une thématique que je trouve très, très importante dans ce contexte. Pourquoi nous avons nominé notre institut précisément un design critique, un design civique. Normalement, le design devrait être par soi-même civique parce que c'est on crée quelque chose et ça c'est pour moi un peu autre. Et vous avez dit, je viens un peu du champ d'art, mais je me basculais vers design parce que c'est une création qui est faite pour l'être humain, pour être utilisée. Alors, la notion civique ou d'être humain devrait être déjà là-dedans, mais malheureusement, on a un design que moi, je trouve n'est pas souvent civique, mais c'est plutôt au service de inhumains, de nous cacher les choses, de nous manipuler, de faire maquillage aux choses. Et pour moi, précisément, ça m'a l'intervention de mon collègue qui a parlé sur la question de la communication m'a choquée, mais j'aime bien le choc parce que le choc réveille. Et la critique, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Pour ça, hier, j'ai dit je suis pour une sphère dans laquelle on a la chance de discuter productivement parce qu'on a besoin de cette critique pour avancer, sinon on n'avance pas. Et ça dit aussi, j'aime bien l'harmonie, mais j'aime aussi une harmonie qui est complexe, qui est précisément une polyphonie des prises de position dans laquelle on est forcé de reformuler sa position soi-même. Si je vais réussir, on verra, mais je tente de l'essayer. Et déjà, vous entendez, hein, ce que j'ai déjà dit hier, voilà, je me mets ici devant vous en parlant français avec un accent fort et avec cette notion en disant oui, il y a une problématique là-dedans, une qualité, parce que moi j'adore aussi les malentendus, parce que je trouve là-dedans on découvre ce qu'on ne comprend pas encore. Et je pense dans chaque communication, on a ces malentendus, mais on ne les thématise souvent pas. Déjà, dans un couple, vous avez une communication dans laquelle vous pensez parler la même langue, mais il y a assez de discordia, alors des malentendus, et il faut du temps et des négociations de se faire comprendre. Et c'est pour moi souvent un vrai avantage de balader entre les langues et faire balader les concepts de pensée. Il y a notamment même dans les langues des concepts de pensée différents, mais quand on voyage dans les langues, on voit qu'il y a précisément ces imaginaires différents qui sont en arrière des langues. Je cite Barbara Cassin comme référence, que vous peut-être connaissez, une philosophe qui a travaillé précisément sur cette question et qui a fait cette merveilleuse encyclopédie de la philosophie européenne dans laquelle elle a montré qu'il y a des concepts de pensée qui sont intraduisibles. Il y a des intraduisibles. Et pour moi, c'est des ressources, c'est des chances dans lesquelles on peut vraiment aller plus loin dans la pensée de ce qu'on pense qui est quotidien, qui est habituel et qui est présente. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire un design qui
qui se voit autrement, un design civique. Pour moi, c'est un design qui voit ou qui se met un peu comme un avocat entre le client et l'usager, ou, comme j'ai dit, ceux qui qui approprient le design. Ça veut dire, souvent, on a un client, on a une commande, et la commande n'est pas réquestionnée. On ne fait pas une analyse, ce qui est le vrai besoin du contexte, le vrai besoin dans lequel il faut appliquer. Et ça, c'est une chose très, très importante, de mettre les choses en question. Et nous voyons un peu dans cette logique de rendre les choses à travers le design accessibles, donner le moyen aux citoyens de s'approprier les choses, de co-créer et de faire de prendre un rôle important qui dit la création qui nous entoure, c'est pas que une création esthétique, mais dessiner, créer, c'est un axe politique. Pas dans le sens que j'ai appris en France, que parfois le mot politique est dans un discrédit. Parce que la politique est plutôt vue que quelque chose qui est manipulatrice. Mais moi, je pense qu'il faut requalifier ou valoriser la politique qui est la prise de position, au sens de police, au sens de quelque chose commun, au sens de je prends une position en face des choses. Et pour moi, précisément, dans ce moment, le design n'est pas utile de séduire au sens de je cache la vérité, je vends les choses, qui est dans la logique de marketing, de branding, je vends les choses au lieu de rendre accessible, intelligible et faire rentrer en discours avec l'utilisateur. Et dans cette logique, j'aimerais bien voir le citoyen, pas comme Madame Millou, c'était Millou ou comment on dit Michou. Michou. Parce que moi, je dois dire, il faut valoriser le savoir, mais il faut valoriser le savoir des experts différents. Et là, on est dans quelque chose qui m'importe beaucoup. Il y a un savoir le savoir académique, le savoir d'expertise, comme on a dit, mais il y a aussi des expertises sur lieu. Il y a ceux qui ont vécu. Il y a un savoir qui est abstrait, le savoir qu'on apprend dans l'école, mais il y a un savoir d'expérience. Il y a l'information, il y a une expérience. Et c'est un savoir qui est extrêmement important. Il faut lier ces différents types de savoir pour arriver à une autre manière de gérer les problèmes communs dans lesquels nous sommes. Allez hop, je me planche dans les projets à travers un poème ou à travers la poésie. Et ça, c'est un peu la réaction sur mon collègue hier, sur Habermas, Adorno, parce que vous connaissez certainement Paul Celan. Parce qu'on est dans la montagne, il a écrit un livre très important et crucial, je pense, sur... qui s'appelle Entretien dans la montagne, où il attend Adorno pour faire le fameux échange qui n'a jamais lieu. Parce qu'Adorno a dit, après le poème que Paul Celan a écrit, vous connaissez certainement Todesfuge, sur Auschwitz, Adorno a dit, c'est la barbarie, c'est impossible de faire la poésie après Auschwitz. Et pour Celan, il y a eu un grand discours. Est-ce que c'est possible de parler encore dans l'impossible, dans l'horreur? Et Paul Celan a dit oui, certainement. C'est peut-être la seule manière comme on peut parler dans la poésie.
dans une autre manière de voir les choses, il faut se réapproprier la langue. Parce que ça, c'est la chance. Beaucoup est mort, mais la langue reste encore. Et Adam n'a pas voulu avoir cet échange direct. Et voilà, Paul Celan a écrit ce livre où il fait un discours fictif avec Adorno sur ce qu'il a voulu échanger avec lui. Et pourquoi je dis ça? Ça, c'est mon premier projet que j'aimerais bien vous montrer. Et on va faire un speed parce que c'est des projets, des contextes différents. C'est un projet dans lequel nous avons travaillé, qui traite la poésie. Maintenant, je dois regarder si je gère cet appareil-là. Et c'est un projet qui a eu lieu à Mons avec un journaliste, Karel Ménine, auteur, journaliste, qui a travaillé avec nous sur le patrimoine d'une ville, Mons en Belgique, qui était la capitale culturelle 2017. Et dans lequel elle a fait un travail pendant un an de faire sortir le patrimoine littéraire du lieu. Et à travers ce travail, elle a fait avec des habitants, dans des archives, dans plusieurs lieux. Nous avons travaillé avec elle pour faire ressortir ce savoir incorporé du lieu dans les rues. Et au début, on a dit, mais c'est très élitiste, la littérature, parce qu'on va aller... Alors, Madame Michou, voilà, la fameuse Madame, elle ne s'intéresse pas, elle n'a pas accès, le citoyen est bête. Et je le cherche où il est, et je répète où il est. Je ne fais de lui pas avancer et je ne l'invite pas à se faire comprendre. Je ne lui prends pas à la curiosité. Non, je donne service, je répète. Et avec ça, on est dans cette circulation. Quand on voit, on devient de plus en plus réduit dans notre perception et conception. Et nous avons vu, avec un travail sur place, en continuité, avec risquer d'être agressé. Mais on a resté, on a continué de travailler, on a continué à parler et on a fait ce travail d'inscription physique. Alors, avec des jeunes graphistes et calligraphes qui sont venus pour précisément cette année en constamment inscrire la poésie, la littérature dans l'espace public. Et il y a eu des moments où l'écriture n'était plus possible parce qu'il y a eu les attentats. Il y a eu un moment quand les personnes sont sorties, ils ont commencé à parler avec les personnes qui sont sur place en disant « Qu'est-ce que vous écrivez maintenant ?» Et c'est intéressant parce qu'on était là, parce qu'on a fait ce travail, on est devenu une instance publique qui était un repère, qui était une référence. Et on a commencé à échanger sur ce qu'on peut encore dire et ce qu'on ne peut pas dire. C'est juste, je passe vite parce qu'on peut dire beaucoup sur ce projet. C'est juste en disant, pour un moment, au début, il y a eu des agressions, il y a eu des vandalismes, etc. Mais de plus en plus, les personnes, les habitants ont commencé à approprier et ont commencé à vivre vraiment avec les mots. On a même fait un workshop parce qu'il y a eu beaucoup des écrivains qui étaient dans la prison de Mons. On a fait des workshops avec des prisonniers. Il y a eu des moments, je me souviens, il y a eu un moment devant la prison qu'un enfant a dit « Ah, maman, regarde, c'est Verlaine, c'est le livre que papa est en train de lire. » Et après, ils sont rentrés dans la prison. Alors, il y a eu
cet moment de partage, de commencer à vivre la poésie. Voilà, comme j'ai dit, il y a beaucoup plus d'aspects à dire, mais je fais un voyage vite. Ça, c'est un projet qui est lié avec, qui est un peu la suite, mais c'est un projet qui aussi travaille sur l'espace public, mais qui travaille sur cette question de voyage entre les langues. Ça veut dire comment on peut, à travers la multilingualité, vous voyez, c'était en Suisse, l'idée était à travers les langues, montrer la richesse de la multilingualité des langues différentes, en disant précisément, il y a les langues et les images, mots et images, il y a des imaginaires dans le langage, il y a des imaginaires. Et c'est intéressant comment on peut travailler avec ces imaginaires. Et on a eu juste cette discussion ce midi. Quand il y a des langues qui meurent, c'est des ressources qui nous manquent. C'est des ressources de penser autrement que nous. Et c'est quelque chose qui énormément important, et on est au moment dans une mort des langues, une mort de diversité, de pluralité. Et nous avons voulu valoriser précisément cette multilingualité en disant, si on parle de ces langues, on doit parler de toutes les langues du monde. C'est pas que on parle de ça. Et après, on a fait les traductions, on a travaillé sur la question de la culture de se faire traduire. Et pourquoi je thématise ça? Encore une fois, ça c'est pas que nécessaire à travers d'autres langues, mais c'est même nécessaire dans les mêmes langues. Se faire comprendre comme un acte citoyen, c'est quelque chose que moi je trouve extrêmement important. On a fait des ateliers avec là c'était une classe d'école avec d'autres habitants, en disant on donne aux citoyens des outils pour s'exprimer. C'est souvent au moment on fait des projets participatifs, mais on fait des projets participatifs un peu bricolage, alibi, on invite quelqu'un à faire part de mon projet, mais on ne partage pas vraiment. On ne se met pas au même niveau en disant on regarde qu'est-ce que c'est les nécessités et ceux qui viennent, les experts qui viennent, les designers, les artistes, ils ne sont pas des vrais collaborateurs avec lesquels on peut travailler ensemble, et on n'est pas dans la attitude comment est-ce qu'on dit, de débutant qui se fait comprendre, mais souvent on vient imposer ce qu'on sait. Alors là, c'était l'idée de faire vraiment donner ces outils à l'école, en commençant de parler avec les enfants, qu'est-ce que sont les langues qui sont parlées dans votre famille, etc. Et de bout d'un moment, on a vu, ça c'est une jeune fille Tammy, ils ont commencé à revaloriser le savoir qui est dans la famille. Alors, en disant, on leur donne, le design peut être aussi un outil de crédibiliser le savoir et de redonner une position. Voilà, bref, on a commencé à inscrire, c'est un centre social. Et après, on a commencé à faire une vraie maison avec les interrelations des mots, et ça a énormément fonctionné parce qu'il y a des langues qui ont pas du tout de valeur des légitimités, une valeur symbolique, et qui ont reçu une révalorisation. Voilà, ça on a fait dans plusieurs contextes. Je vous parle maintenant, et ça c'est un peu plus concret dans votre métier. Comment ces travaux que je vais vous montrer, et qu'on fait plutôt avec notre association, qui est, comme vous avez dit, l'association Civic City, qui est un réseau transdisciplinaire des designers, architectes, urbanistes, etc.,
qui se confrontent avec cette question, quelle responsabilité les créateurs de nos espaces ont. Là, c'est la thématique dans laquelle que nous nous confrontons quand on travaille dans des espaces hospitaliers. En disant comment et notre rôle souvent est le rôle de système d'orientation et langage visuel. Et comment on peut aider aux patients, aux êtres humains fragilisés, de retrouver un repère dans ces lieux qui sont souvent, et ça, je pense, vous êtes dans le même constat, les infrastructures hospitalières, ils sont en train de grandir et grandir. Il y a parfois des centralisations, des grands bâtiments très désorientants. Comment le design peut apporter une manière de lire ces lieux autrement. Et je vais au moment maintenant que toucher cet aspect de l'atmosphère, mais après je vais vous montrer à travers d'autres exemples la question d'intelligibilité des lieux. Comment on peut recréer une atmosphère. Et ça, notamment, je fais référence à une recherche qu'on a fait pendant 2 ans sur la question orientation-désorientation, en disant comment fonctionne l'orientation. Pour nous, très important, parce qu'au début, l'hypothèse est souvent il faut diriger autoritaire. Il faut dire, ça c'est le chemin à droite, à gauche, hein. Et on a vu que le repère des passants est souvent très et pas très reconnaissant. Et un des aspects les plus importants pour aider à s'orienter soi-même, c'est l'atmosphère. L'atmosphère qui est créée dans ces espaces pour aider à retrouver ou à aider à s'orienter soi-même. Être orienté, on le sait, avec le système navigation, etc., on déléguait l'orientation à un utile et on perd la capacité de s'orienter soi-même. Ce que j'aimerais bien vous montrer, et ça, on a vu à travers des projets que nous avons faits dans des hôpitaux différents. Il n'y a pas que le patient qui est désorienté, mais il y a aussi le personnel qui souvent, après 3 nuits de travail, qui est dans une fatigue. Alors il y a aussi là des conditions différentes dans lesquelles on peut s'orienter ou pas. Et les espaces sont des lieux assez importants pour donner repère ou pas. Et pour nous, c'était important de faire des systèmes qui parlent à tous les acteurs qui sont en train de co-créer l'espace. Et c'est très important qu'on est dans cette notion de la co-création. Alors, là, je vais parler un peu de ces espaces qui se rassemblent. Je pense que vous connaissez bien, ressemblent. Alors, ils sont répétitifs, ils sont relativement neutres et c'est très, très difficile à se repérer. Après, on est dans un univers où on a plusieurs informations qui s'ajoutent, mais il y a très peu d'hierarchie d'informations. Alors, il y a... oui, maintenant je vous montre un exemple, vous connaissez, hein, j'imagine, mais c'est une pré-étude qu'on a fait. Après, vous connaissez, il y a tous les noms des docteurs, mais pour un visiteur, est-ce que c'est décodable ou non? Est-ce que ça aide
à se repérer. Après, il y a la culture des chiffres qui est très présente. Alors, comment on peut trouver d'autres repères et un autre grand enjeu dans des contextes hôpitaux. Parfois, on a un bâtiment, un autre bâtiment qui sont intégrés dans la ville. Il y a encore un nouveau bâtiment et comment on peut montrer la cohérence de l'espace et faire un repère pour tout le monde qui est dans ce monde hospitalier, ceux qui sont en passage, que ceux qui vivent là-dedans et qui travaillent là-dedans. Alors, ça sont des... Je ne vais pas rentrer parce que c'est un discours soi-même. Nous avons commencé, par exemple, ça, à Saint-Gall, de travailler sur des questions de repères l'extérieur et fait une relation à l'intérieur. Et on a commencé, ça c'est un hôpital à Monaco, où on travaille, comment on peut rendre ces informations de l'extérieur en lien avec l'intérieur. Je vais vous montrer après. Après, comment on peut renominer les informations et leur redonner la référence. Souvent, on est dans un univers où on ne trouve plus les références de AA, de A4, de A5, etc. Et comment, avec des éléments très simples, on peut enchanté. Ça, c'est un exemple d'un chantier. On a eu pour une signalétique temporaire en disant comment on peut dire dans un bâtiment qui était autrement utilisé que ça s'agit vraiment de rentrer dans ce lieu et comment on peut, à travers une esthétique, aider aussi à se repérer plus facilement. Voilà, souvent, un principe narratif peut aider à faire une cohésion et fait compréhensible des stations à travers d'utilisation des images, des familles des images. Je vais vous montrer un peu plus dans un autre exemple, un peu plus concret, ce que je veux dire avec ça. Et après, dans cet hôpital, par exemple, il y a eu cet enjeu de travailler avec des images et de dire avec une famille des images, on peut se repérer dans l'espace. Voilà. Alors là, par exemple, donner des repères de mémoire qui nous aident à retrouver les lieux. Matérialité, c'est une question. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, la répartition des étages dans un bâtiment à travers des thématiques. Et que ces thématiques sont tout au long avec des images différentes de thématiques et qui aident tout de suite à se repérer. Ah, je suis dans l'étage de l'eau, je suis dans la ville, etc. Voilà. Après, voilà, il y a des questions comment on est, je vous laisse. Les exemples sont, je reste à deux exemples encore parce que là, on voit par exemple le Kinderspital à Bâle. On a travaillé dans la station des enfants sur un dispositif participatif où l'enfant avec des petites magnets peut faire des images mosaïques et on a développé un système avec lequel on peut écrire
écrire son nom, etc. dans les... Et ça a été un vrai succès. On a commencé à travailler avec un photographe sur des images qui ont une autre échelle. Et c'est des histoires, des narrations qu'on a créées dans l'hôpital qui font que ça donne tout de suite une complètement autre atmosphère et ça aide au même temps à donner un repère. Et ce sont des moments et structures narratives et c'est un complètement autre couleur comme vous avez vu avant. Voilà. Et sur cet établissement, c'est une maison de vieillesse à Vienne qui était dans une vieille villa avant. C'était très beau, c'était la communauté juive. Quelques ont encore le numéro, mais quelques dernières dans leur peau. Et c'était voilà, un nouvel bâtiment pour donner un meilleur soin, etc. Mais hyper neutre, hyper... comment on dit, une architecte innovante, etc., mais sans âme. Et on doit dire, il y a eu voilà, des maladies, voilà, Alzheimer, démence, etc. Et en général, on sait qu'il y a des aspects de perte d'orientation, mémoire, etc. Et ce lieu, ces lieux à eux, cet ancien lieu, cette villa a eux un espace dans lequel les patients sont toujours venus parce qu'il était central. Et dans ce bâtiment, il y a eux des étages, mais il n'y a pas eux ces espaces. Et on a dit, on va juste nominer tous ces étages avec les noms voilà, des jours de la semaine. Et on dit, les patients peuvent se voir un jour lundi, on se voit à l'étage lundi, etc. Et c'était voilà, une mise en scène du lieu. Et là, par exemple, vous voyez, on a dans notre bâtiment, il y a eux des œuvres d'art, mais pas un grand art, etc. Mais quelque chose qui a donné le côté humain. Mais quand vous voyez ça, c'est aussi un système d'identification. Ça marche fortement identificateur. Et voilà, il y a eux... on a pris quelques images, on a quand même pas fait que, on a été dans une esthétique moderne, mais on a valorisé cette histoire qui était menée par les personnes. Et on a sorti voilà, la littérature, des aspects qui racontent un peu voilà, la vie quotidienne. Et on a commencé, il y a eu un mobilier, mais le mobilier a se rassemblé fortement, non, ressembler. Et voilà, il n'y a pas eu grand budget, mais on a dit on va faire quelque chose et on a posé la question au théâtre de Vienne s'ils peuvent nous donner quelques meubles, quelques éléments. Et on a commencé à mettre précisément des chaises, des tables, etc. dans cet espace. Il a commencé par parler autrement. Et qu'est-ce que c'était l'aspect quand on a parlé avec des visiteurs? Ils ont dit, c'est fou, mais mon père, je ne sais pas, sœur, etc., quand je le vois dans cet entourage, je le vois plus digne. C'est pas que l'être humain se sent mieux, mais on commence à voir, quand on voit les mêmes personnes dans un contexte hyper stérile, on le voit autrement quand on les voit à côté de ça. Voilà, il y a eu une grande appréciation et
notre grande réussite, ça sont des choses pour télévision. Et les personnes ont dit, on ne veut plus. On veut autrement vivre ici, on veut revenir, on ne veut plus une télévision salle collective. On veut, voilà. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, parce que par exemple ça, on ne le sait pas. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut tester. Il faut risquer et on ne sait pas pourquoi, mais ils ont dit ça dépasse la limite. Mais c'est possible que dans un autre contexte, ça peut fonctionner. Et pour nous, c'est très important qu'on travaille toujours dans l'analyse de contexte. Voilà, cette dame est en arrière des cartes, des voyages, des imaginaires, etc. Et voilà, il y a aussi des informations qui sont centrales. Voilà, l'atmosphère, c'est un autre projet où aussi c'était les docteurs qui nous sont. L'autre était une dame qui a eu sa mère qui nous ont cherché. Et là, c'était le personnel qui est venu nous chercher en disant une clinique psychiatrique d'enfants où il y a, qui était située dans des vieux villas en ville. Et le plan de faire un nouvel bâtiment externalisé de la ville, près de l'aéroport, à côté d'autres centres hospitaliers. Et ils ont dit, on a un vrai problème parce que l'endroit était un vrai... ça nous a aidé de faire notre travail parce que l'enfant se sentit à l'aise, accueilli dans ces espaces. Parce que c'était espaces, et ça, on a fait l'analyse, qu'est-ce que c'était spécifique pour ces espaces? C'était l'odeur, c'était l'imperfection, c'était tous les composants du sens qui étaient pour eux très importants. Et là, par exemple, on a dit, ça c'est presque un design parfait. Et on a retravaillé le concours architectural qui a par exemple prévu, et ça c'est aussi un grand question et défi, qui a prévu, à cause de 3% d'enfants qui risquent d'être en danger de suicide, de fermer tous les fenêtres. Et on a dit, ça par exemple, c'est pas possible. Il faut rediscuter la manière comme on voit ces nouveaux endroits multifonctionnels. Mais on peut aussi pas. Il faut faire des endroits qui peuvent réagir, qui peuvent servir ses besoins différents. Et voilà, on a trouvé voilà, des descriptions, etc. Voilà. C'est un peu, voilà, je vous montre un autre aspect qui va vous, où j'ai fait aussi après la référence à ce que on a vu juste avant concernant les hôpitaux. Ça, c'est un autre domaine dans lequel nous travaillons, c'est la question de faire sortir le savoir. J'ai déjà thématisé ça en face de cette question de poésie, mais là, on est dans le système d'orientation, l'identité visuelle de New School à New York, que vous connaissez peut-être. C'est le lieu où, par exemple, Hannah Arendt a fait des études, etc., a enseigné. C'est le lieu où les sciences humaines et le design se sont mis ensemble pour penser un autre monde après la guerre. Et notre mission était faire un système signalétique d'orientation alors, est-ce que c'est que l'orientation on a voulu faire, ou comment on peut utiliser cette mission pour aussi dire quelque chose sur le bâtiment, sur l'histoire. Et on a dit on veut faire un système où on écrit dans tous les bâtiments
tous les séminaires qui étaient donnés à ce lieu, tous les séminaires, tous les titres des séminaires. Et c'est très intéressant parce qu'avec ça, on a commencé à écrire une vraie histoire de ce lieu parce qu'on voit tous les concepts qui ont été pensés pendant un certain temps. Et qu'est-ce que c'était des thématiques qui ont été importantes à travers le temps. Il y a eu des densifications où, par exemple, le bouddhisme a été une grande thématique, mais il y a après un moment quand c'est presque disparu et c'est devenu illégitime de thématiser quelques thématiques. C'est énormément intéressant. Et même dehors, on commence à voir pas que une université, un bâtiment architectural, mais on se met en contact avec le savoir. Et encore une fois, on a pensé, voilà, vous voyez là, quelques thèmes. Et on a commencé à dire on doit le faire par l'inscription. Et c'était vraiment fascinant parce que c'est en permanence, ça continue, et c'est un acte d'écrire son histoire. Sur place, il y a des cours qui sont en tour et les étudiants dedans, mais c'est un vrai acte de mettre le savoir encore dans l'espace. Après, il y a un langage visuel qu'on a développé qu'on ne peut pas faire dans tous les espaces, mais une université, c'est aussi un espace d'expérimentation. Comment on peut développer une typographie qui, dans la typographie, vous voyez, donne déjà une orientation. Alors, on n'a même pas besoin les flèches parce que il dit plutôt à droite, à gauche, on est plus haut que l'autre, etc. Voilà, c'est là, vous voyez un peu ce jeu de. Voilà, bref, c'est une. Non, fausse direction. Une approche et un autre qui était l'université de Strasbourg, où on était invité de faire le logo de l'université. Et on a dit non, mais ça, c'est pas possible. Le logo, ça, c'est vraiment cette culture de branding, de dire on fait un logo et tous va se mettre dessous cette logo. C'est très efficace, mais on fait disparaître toutes les différences, les capacités, les potentiels qui sont incorporés dans cette université. Et on veut travailler autrement, comment on peut vraiment donner lisibilité, intelligibilité au savoir qui est dans cette université. Et dans ce contexte-là, on a commencé à regarder qui sont tous les acteurs sur place, comment on peut... Oh, il me manque quelques images, mais pas grave. Comment on peut commencer à parler autrement. On a d'abord vu, ça je dois vite regarder, voilà, ça c'est l'état existant, ça c'était toutes les facultés, laboratoires, services, départements, je pense que vous connaissez tous aussi dans vos structures. Il y a des instituts de recherche, chacun son identité, mais on ne voit pas qu'il appartient quand même dans une même écosystème de pensée. Voilà, après, voilà, et ça vous voyez, l'hierarchie d'information, la même importance observatoire que Toilette, aucune... et ça aussi, vous connaissez bien, hein, c'est les acronymes, le monde des acronymes, comment on peut bien codifier, et c'était près de 1000 acronymes on a trouvé dans le contexte de l'université. Et ça se donne ça quand on communique, vous connaissez peut-être aussi en MCU, PH, MDP, etc., etc. On a juste fait le jeu de traduire. Traduire, c'est ce que ça veut dire. Et on est dans cette logique tout de suite, c'est pas possible, c'est pas efficace, il y a une bonne raison, etc. Mais on a dit comment on peut cohabiter cette logique, et vous voyez qu'un acronyme
peut dire tout ça. Hein. C'est le même acronyme pour... il y a des pires, hein, mais carte multiple services, c'est le même que centre médico-social, etc. Alors, on est dans une illisibilité et mal compréhension. Et voilà, là, on a dit, on fait vraiment et c'était la chance de faire une vraie recherche ensemble, comment on peut penser un système dans lequel, qui devient après un logo, mais nous appelons ça plutôt un langage visuel, qui nous permet, qui donne une grammaire, mais qui nous donne la possibilité, comme un langage, de commencer à parler entre eux. Alors, ce n'est pas que le designer qui définit et donne l'image, et l'image est répétitive, c'est un langage avec lequel l'autre, le citoyen, peut commencer à se définir, construire ensemble. Et on a fait un système relativement simple qui traite quand même la complexité de lieu en montrant les relations. Alors, on voit l'université, mais on voit d'abord l'institution, mais on voit qu'il appartient. Et vous voyez, il y a des moyens différents de traiter les choses, de lier et de développer. Pour ne pas perdre les logos, ceux qui ont besoin, on a ajouté un espace dans lequel on peut aussi exprimer le logo. Et on est venu sur une culture qui aussi, après, fait commencer, faire parler le savoir à travers des citations. Et de contextualiser avec des images qui sont référents à la matière laquelle eux traitent. Et ça sont des images, et comme nous dit un langage visuel. C'est chacun a son logo, mais c'est quand même différent pour chaque identité, et on garde la diversité dans un commun. Et c'est précisément ça, ce que nous disons, c'est l'idée d'un design civique qui nous offre précisément cette pluralité dont, en disant, on appartient quand même à des systèmes différents. Et comment on peut faire ça lisible. Et ça donne ça. Et voilà, ça sont des exemples. Voilà, ça c'est... comment je suis... Encore? Oui, ça va. 2 minutes? Ah d'accord. Ok. Alors, pas grave. Juste pour vous dire, je vous montre la force du design de représenter, de faire des visuels, de représenter des choses. On vous a montré ce système, ce langage. On a donné à l'institution qui a permis qu'il y a des acteurs dans l'université qui n'ont jamais parlé ensemble, l'administration, les savoirs, les chercheurs, qui ont commencé à travers ce nouvel langage de vraiment échanger ensemble. Et là, on a le quartier latin qui n'est pas vu comme un campus, mais juste par notre cartographie, c'est un projet qu'on a fait avec Bruno Latour, juste par la représentation, par la cartographie, on a trouvé, on a pu montrer que c'est un des plus grands et puissants campus du monde. Voilà, je vous... j'allais plus vite, ça. Oui, même 5, ça ne suffit pas. Mais je fais vite. Vous avez l'habitude de zapping, alors je le fais. Ça, c'est projet Grand Paris, les nouveaux systèmes de voyageurs, information de voyageurs, dans lesquels on était en charge. Et je vous montre tout ça en disant, on a des projets sur place engagés, comme la poésie, mais on a des projets grande structure, grande infrastructure, dans lesquels on essaye quand même de glisser cette notion d'un civisme, de voir comment on peut intégrer et offrir des repères qui recapabilisent et qui voient l'utilisateur comme un partenaire
qui co-crée le vrai design, parce qu'il est souvent l'expert sur lieu, comme j'ai dit. Voilà, là, c'est juste pour vous dire, vous connaissez tous, non, voilà, le territoire Grand Paris, il y a cette nouvelle gare, je dois me mettre... Voilà, la nouvelle gare autour de Paris. Et le plan de métro, vous connaissez bien, il est très difficile à... Il vient là. Il est où? C'était avant, hein, c'est là, voilà. Oh, tant pis. On voit, voilà, un réseau super complexe. On peut très difficilement se repérer. Et il y a ces nouvelles 68 gares autour. Et nous avons dit comment on peut faire lisibles ces nouvelles gares. Et on a dit presque nécessaire de faire un cercle. Ça, c'est une représentation que nous avons beaucoup aimée parce que quand on parle de Grand Paris, on est dans la culture souvent de centralisme, de penser le banlieue à travers le centre et pas dans une pluricentralité. Et nous étions vraiment intéressés parce que si on voit l'entourage du centre de Paris, on voit que ce sont des villes à la taille de Florence, Malaga, Lyon, Oslo, Rotterdam, Paris, Liverpool, et vous voyez hein, Paris là-dedans. Au niveau des habitants. Alors, si on voit ce territoire polycentrique, comment on peut revaloriser ces endroits en ne leur définissant pas que par le centre, mais aussi par les interrelations. Et qu'est-ce que pourraient être des représentations pluricentriques. Juste une anecdote sur le cercle. Alors, nous avons montré précisément ces nouveaux gares à travers un cercle et il y a eu un cri impossible. Non, un cercle, ça représente l'exclusion-inclusion. Le traumatisme périphérique et nous avons dit non, il y a le cercle, il y a, à Tokyo par exemple, ils ont 9 cercles. Les cercles donnent une possibilité, ils nous aident à nous repérer. Quand je représente, et ça c'est qu'on on a parlé de la complexité, par représentant juste une partie, on est toujours capable de voir le total, l'ensemble. Et ça sont des petites utiles qui nous aident à réduire, mais quand même parler du total. Et voilà, une dernière chose, voilà, ça c'est un projet aussi, question territoire, comment on peut représenter le territoire. Encore une fois, invité Grand Bordeaux, Bordeaux Métropole, on était invité de faire un système, un logo encore. On a dit non, c'est pas possible. On a fait un peu des analyses, comment Bordeaux s'est situé. On a dit on peut voir Bordeaux autrement, éventuellement, plutôt avec la relation de la mer. On a regardé l'histoire, etc., etc. Et on est venu sur une représentation polycentrique en disant on fait un système d'étoiles où on fait des liens et où chaque commune peut être au centre. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne. On a, encore une fois, et ça fait la référence à Wittgenstein, son idée de la ressemblance familiale. On crée une famille des images qui sont dans la même logique, mais qui sont différentes. Et à travers ça, chaque entité, comme vous avez avec l'université, peut être au centre, peut garder son spécificité, mais en même temps peut être au centre s'il y a et ça donne cette famille des images autour de... Voilà, après on peut le traduire.
je peux plus, voilà, j'aimerais bien de parler dans d'autres projets. La dernière chose que je vous montre, c'est un projet où on était, en 10 ans, on peut transformer une commande dans un autre projet. Ça, c'était le projet, on était invité de faire, encore une fois, identité visuelle d'une exposition d'art contemporain. Voilà, ferme le cercle. C'était la Manifesta, peut-être vous connaissez, une biennale européenne qui voyage, c'était une fois Saint-Pétersbourg et la dernière fois c'était à Zurich et on était invité à faire l'identité visuelle et le thème était What People Do for Money. Et nous avons dit on va faire on prend le repère à un socio-économe, Otto Neurath, et un artiste, Gerd Arndt, qui ont créé ce langage visuel des pictogrammes, et pas que des pictogrammes, mais des pictogrammes qui sont en relation. Et à travers de ça, peut-être vous connaissez, il a fait dans les années 20, dans l'ancien siècle à Vienne, il a fait un atlas qui décrit l'état du monde. Et pour lui, c'était l'enjeu. Et là, je rejoins ce que mon collègue a dit sur la nécessité de se mettre en résonance. Vous avez parlé de l'émotion. Là, on est peut-être dans l'intelligibilité des choses rationnelles. Mais on fait quand même compréhensible. Et pour lui, il a développé ce système au début en disant on est en face des statistiques qui dit autant morts on a eu dans la Première Guerre mondiale. Mais avec des nombres, je ne peux pas faire compréhensible combien de morts on a. Et il a travaillé sur ce système des figurines en disant je représente autant de personnes sont mortes. Voilà, on a développé ce langage visuel pour cette exposition. C'était appliqué, présenté, etc. C'est des figurines un peu habillées. Pour eux, c'était intéressant. Et vous voyez, on montre une figure, qu'une figure, et après, on la met en relation. Et tout de suite, ça parle. On a une relation qui dit quelque chose sur la condition sociale. Voilà. À travers ça, on a fait cette exposition qui était bien, mais on a quand même pu sortir des choses qui ont circulé dans la ville, mais on a dit ça ne nous suffira pas parce que les commissaires d'expo, comme parfois l'art, voilà, il est révolutionnaire et en même temps, ça reste quand même dans son cadre, comme vous avez dit. Et on a dit, on cherche un partenaire avec lequel on veut vraiment faire vivre ces figurines pour parler de l'état dans lequel nous sommes. Et avec ça, je vais terminer. C'est un livre qu'on a publié ensemble parce qu'on a eu, après la fin de l'exposition, on a récupéré nos droits des images et on a travaillé avec ATTAC, l'association ATTAC qui était engagée au mouvement altermondial. Ce sont des économistes et sociologues et sciences humaines qui essayent de montrer une autre qui parle d'une autre alternative à l'économie existante, à la logique concurrente, etc. Et on a dit, on travaille avec vous en essayant d'illustrer vos chiffres, vos statistiques illisibles, presque illisibles. Et on a fait ce livre que j'ai avec moi et je pourrais faire circuler, si je le retrouve. Petit livre à poche qui essaye de faire précisément intelligible. Et notre enjeu était que c'est compréhensible pour nos enfants, dont tous les enfants en ont, et c'est les plus âgés qui le comprennent, je dois avouer. La prochaine étape est peut-être de réduire encore la complexité, mais pour donner un outil qui nous rende comme citoyens capables de comprendre. Et il y a une partie qui est les analyses et les critiques, et il y a une partie
qui sont des propositions. Et comme tous nos livres, tous nos projets, ce qu'on fait, je zappe, mais je vous le donne. Voilà, c'était un essai. Et tout ce que nous faisons, c'est une proposition. Une proposition, et ça c'est pour moi la force du design et de cet outil et pourquoi je travaille avec. Déjà avec ce moment de représenter une alternative, on a préfiguré le possible. Et pour moi, je suis tellement critique et pessimiste que je suis optimiste. Ça veut dire, parce que je suis à ce moment de cette analyse cynique, je trouve qu'il faut trouver des moyens d'aller au-delà et risquer d'être pas populaire, être éventuellement pas compréhensible parce qu'on propose quelque chose qui n'est pas déjà assuré, mais on risque quand même et on essaye de créer cet autre monde et je vous invite de me critiquer pour que on peut continuer à avancer et ça serait la position que je peux présenter aujourd'hui.